Pour me présenter, donc, je suis donc une chercheuse. J'ai été formée en philosophie, mais je m'oriente maintenant dans l'étude des objets, de leur histoire en fait, et plus précisément donc des produits, des objets comme marchandises, et des déchets aussi beaucoup. Et la dimension philosophique de ce travail est liée à la critique que cela m'amène à faire de l'histoire des techniques et de l'économie, des modèles historiques qu'on utilise pour raconter cette histoire. Donc je vais faire une présentation qui sera un peu méthodologique, un peu générale, sur ces problèmes méthodologiques que peut poser l'histoire des techniques, l'histoire des objets plus généralement. Donc, parce que quand on s'intéresse aux objets, que ce soit donc pour leur design, ou d'un point de vue de designer, ou d'un point de vue d'ingénieur, on fait face à de nombreux pièges. Des pièges que on peut qualifier de méthodologiques, donc des formes de récits historiques toutes faites, des préjugés, on va dire, métaphysiques, c'est-à-dire des préjugés concernant ce que sont le temps, l'histoire, la matière, l'action humaine, le sujet humain, l'humanité. Donc qui sont en fait des sujets philosophiques qui font partie de la catégorie qu'on appelle de l'ontologie, donc la science de l'être ou la science de l'étang. Et puisque donc je ne savais pas du tout ce que voulait dire ontonautique, donc je me suis dit ça veut dire naviguer sur l'étang avec un T et pas avec un G. Et donc effectivement, quand on fait l'histoire des objets, il y a beaucoup de pièges ontologiques. Puisque donc l'ontologie en philo, on la définit comme la science des principes de l'être, de ce qui est réel, permanent, contrairement à ce qui va être seulement visible, fluctuant. Bon, c'est une version de l'ontologie, mais on comprendra au fil de ma présentation. Donc c'est pour ça en tout cas qu'il est utile d'être philosophe quand on fait de l'histoire, parce que il faut pouvoir nommer et éviter tous ces pièges que nous tendent les modèles types de l'histoire qu'on fait naturellement, culturellement. On est porté à avoir une certaine manière de raconter le passé. Et de fait, notamment, c'est le pire, je trouve, en histoire des techniques, puisque c'est un domaine qui est aujourd'hui, mais depuis des siècles, surchargé de discours qu'on peut dire iréniques, c'est-à-dire de discours victorieux, de discours très prometteurs, qui sont d'ailleurs en grande partie des discours commerciaux sur l'avancement des techniques, le progrès, etc. Je vous donne un exemple qui m'est arrivé il y a quelques semaines, un petit garçon de 10 ans, avec qui je regardais une carte du monde. Je me dis, vas-y, on va regarder la carte du monde, situer les pays, tout ça. Donc on s'éclate, on regarde les pays, on parle des continents. Puis au bout d'un moment, il me regarde et me dit, mais c'est lequel le pays le plus avancé technologiquement? Alors là, j'étais déprimée pour 2 semaines. Voilà. Donc et pour vous dire ce que j'entends par cette idéologie dans l'histoire des techniques qui nous touche tous. Donc sur cette piste des objets, il y a de nombreux pièges, et ma présentation a pour but de désigner ces pièges de la pseudo-histoire, de montrer quelle meilleure route peut être tracée, et comment on peut avoir une perspective critique et réflexive sur les pratiques liées aux objets, que ce soit des pratiques de pensée comme en histoire ou en philo, ou que ce soit des pratiques, je vais dire des pratiques pratiques, que ce soit des pratiques concrètes comme pour les designers et les designeuses. Donc je vais commencer un peu par nommer ces pièges. Le plus classique, c'est celui du progressisme, qui est aussi parfois nommé évolutionnisme selon les périodes. Donc c'est cette idée bien connue selon laquelle l'histoire tend naturellement vers l'amélioration. Amélioration de quoi? Là, ça devient plus vague. Ça peut être par exemple la croissance des connaissances. Selon un modèle pascalien, la connaissance est cumulative et chaque génération apporte plus de sciences à la somme des sciences dont elle a hérité. Ça peut être une amélioration des conditions de vie. Alors c'est plus récent, ça va être le modèle que j'ai envie d'appeler fourastien, les 30 glorieuses. Voilà. Avant, tout le monde galérait, et puis à un moment, ça va mieux. Ça peut être un perfectionnement des outils techniques. Ça, c'est la petite discussion que j'avais eue avec ce garçon de 10 ans. Un modèle très répandu, l'idée selon laquelle les objets évoluent d'un modèle à un autre, vers toujours plus d'efficacité, d'utilité, de simplicité. C'est-à-dire qu'il y a la fonction. Quelque part, il y a une fonction. Les hommes ont toujours eu besoin d'eux. Et donc, il y a différents objets qui permettent d'améliorer, de répondre plus efficacement à cette fonction. Et ils se remplacent les uns les autres. Donc ça va avec l'idée d'obsolescence sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Cette idée que les objets se remplacent pour assurer de mieux en mieux la même fonction. Mais il y a encore plein d'autres formes de progressisme. Par exemple, le progressisme politique.
voilà, cette idée que ça va toujours mieux en termes de démocratie, d'égalité des genres, de paix sociale, d'écologie quand même, c'est mieux qu'avant, quoi. Ok, il y a des problèmes, mais comparé à ce qu'ont vécu nos parents, nos grands-parents, ça va mieux. Donc je vais me concentrer sur le progressisme technique, qui est donc, je voudrais le montrer, fondé sur des suppositions métaphysiques concernant le temps, un temps qui est vu comme une ligne, un temps linéaire, qui avance de façon absolument irréversible et qui va dans un seul sens. Et c'est une seule ligne dans un seul sens et qui va en avant de manière irréversible. Donc une supposition concernant le temps, des suppositions surtout concernant le monde social. Il existe quelque chose qu'on appelle l'humanité, qui est semblable à un seul être, un individu, et qui est ce sujet métaphysique qui accumule toutes les connaissances et tous les savoir-faire dans un apprentissage permanent et là aussi cumulatif. Donc en ce sens, quand on est progressiste, on ne considère pas qu'il y a des techniques utilisées de façon dispersée par différents groupes, mais la technique, ou la technologie, ou la tech, comme on dit maintenant, qui suit un mouvement. Donc on retrouve un peu ce modèle pascalien à l'humanité comme un seul individu qui accumule, mais selon les époques, ce modèle peut être plus ou moins adapté au savoir de son temps. Par exemple, au 19e, il est reformulé de façon, on va dire, néo-darwinienne, avec cette idée que les outils sont comme des organes extérieurs aux êtres humains, et qu'ils évoluent par sélection de leur plus grande efficacité par tous ces êtres humains concrets, quoi. C'est ce qu'on appelle donc la phylogenèse, c'est-à-dire la formation de l'espèce à travers l'histoire. C'est ce point de vue-là, c'est ce point-là qui fait que le progressisme technologique a en général accompagné les entreprises coloniales ou les discours racistes. Face à la réalité d'une grande diversité de cultures techniques, les anthropologues ont expliqué qu'il y avait des peuples en retard et des peuples en avance du point de vue des techniques. Ils se retrouvent face à une contradiction, ils postulent une grande humanité, puis ils voient beaucoup de diversité, donc ils disent « Ah oui, mais c'est parce qu'en fait, ils ne sont pas vraiment contemporains les uns des autres. Certains sont en avance, d'autres sont en retard, certains sont dans le passé, d'autres dans le présent, d'autres un peu déjà dans le futur. » Donc, quelque chose d'assez délirant en fait, d'un point de vue ontologique, mais c'est ce qu'on continue à croire très souvent. Donc il y aurait des gens qui sont plus dans le futur, d'autres plus dans le passé. Discours assez délirant, mais qui avait avant tout une fonction politique, autoriser ceux qui sont soi-disant dans le futur ou à l'avant-garde à dominer ceux qui sont soi-disant dans le passé et à détruire au passage tout un ensemble d'objets d'art et de techniques qui étaient adaptés à un certain environnement, à un certain groupe social. Enfin, à les détruire ou à les voler, à les mettre dans des musées. C'est aussi ce modèle donc, de progressisme qui permet de discréditer comme non technique ou moins technique un certain nombre d'objets, en l'occurrence les moins récents. Donc là aussi, on prend des choses qui sont contemporaines, on dit qu'elles ne sont pas vraiment dans le même temps. Par exemple, un smartphone serait plus technique qu'un verre. Parce que, évidemment, le verre est plus ancien. Donc, on voit bien que l'innovation, dans cette idéologie, est le modèle de l'activité technique. Par opposition à, par exemple, la fabrication ou l'usage ou d'autres activités qui sont techniques ou le travail. L'innovation est pris comme exemple même de l'activité technique. Et dans cette idéologie, l'histoire est toute tracée. Une technique apparaît, elle se diffuse, elle devient une habitude dans le monde social, puis elle est remplacée par une autre qui est meilleure. Donc cette histoire est, pour reprendre l'expression de David Edgerton, donc Quoi de neuf, c'est un historien des techniques donc, qui a fait une critique de ce modèle centré sur l'innovation. Cette histoire qu'on raconte va être une chronologie des inventions. On va dire d'abord on a inventé ça, puis on a inventé ça, puis on a inventé ça, puis on va s'en tenir là. Privilégiant des figures masculines, blanches, c'est une histoire qui est assez pauvre finalement, puisqu'elle est limitée géographiquement et culturellement, qui manque de recul historique, puisqu'évidemment on s'intéresse qu'au plus récent, donc on n'a pas vraiment le recul historique pour raconter l'histoire de ces objets. Et ça, c'est un problème. Personnellement, quand j'ai dû faire l'histoire du smartphone, je me suis retrouvée avec des données vraiment très très actuelles, des discours très très récents. Et ça, c'est plus un problème qu'autre chose quand on fait de l'histoire. Donc on privilégie le plus récent comme étant le plus important. Et c'est une histoire qui est métaphysiquement assez délirante, comme j'ai dit, puisqu'on se retrouve à inventer des monstres métaphysiques comme l'humanité ou face à la diversité historique où on est obligé vraiment de nier la complexité réelle. Et notamment le fait que les techniques coexistent
apparaissent, disparaissent, réapparaissent. Tout ça, ça ne convient pas, ça ne rentre pas dans le cadre de pensée. Ces modèles-là s'accompagnent parfois d'un autre piège, qui est l'idée d'accélération. Cette idée que tout va de plus en plus vite. Non seulement on progresse, on avance toujours, mais en plus on avance de plus en plus vite. Donc on connaît bien aussi cette idée, voilà, de notre temps, tout va plus vite, on n'arrête pas le progrès, etc. Donc cet accélérationnisme suppose évidemment le progressisme, puisqu'il suppose qu'il y a un rythme général commun à toute l'histoire des techniques. Hein, c'est toujours cette même idée de l'humanité qui avance à un certain rythme. Il y a une unique trajectoire, et sur cette trajectoire, on va de plus en plus vite. Vers quoi, on ne sait pas, mais et vous voyez bien que derrière ça, il y a une idée quand même assez finaliste qu'on va vers un certain point. Donc on irait de plus en plus vite pour des raisons socio-économiques qui sont attestées historiquement, la mondialisation, l'apparition de certaines techniques de transport et de communication. Donc ça, c'est en général les exemples qui sont pris pour justifier l'idée d'accélération. Mais il y a aussi parfois derrière des modèles métaphysiques là aussi assez incroyables. Je vous renvoie par exemple aux écrits de Raymond Kurzweil, qui sont repris par toute la tendance transhumaniste, selon laquelle il existe une loi, alors plus que physique, métaphysique, puisque pour eux c'est vraiment ça va jusqu'à l'éveil de l'univers, etc. Donc on est vraiment dans une cosmologie. Donc il existe selon eux une loi d'accélération exponentielle constante qui s'applique à l'histoire des techniques, qui irait de plus en plus vite et donc de façon exponentielle. Donc à un moment donné, ça va aller tellement vite qu'on ne va plus rien comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc il y aurait une loi d'accélération de l'histoire des techniques, mais aussi de l'évolution en général, puisque ce ne serait pas seulement les outils, mais aussi le vivant. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de distinction entre outils et vivant à la fin dans ces cosmologies-là, ce serait l'évolution même de la vie qui se manifesterait dans l'accélération des techniques. Et donc, au bout d'un moment, il va y avoir de nouveaux êtres qui vont apparaître, et nous, les êtres humains, on sera complètement obsolètes, puisqu'on ne comprendra absolument pas ce qui se passe. Il y a un autre piège aussi sur lequel je voudrais m'attarder, qui ne relève pas du progressisme, c'est ce qu'on appelle le sémiotisme, enfin ce que j'appellerais le sémiotisme, qui est la tendance là aussi très répandue, à réduire toute l'analyse des objets à une analyse d'un texte. Alors ça touche peut-être pas trop les gens qui font du design, puisqu'ils savent bien que c'est de la matière, ça touche plutôt les philosophes comme moi, qui sont dans le texte toute la journée. C'est-à-dire, elle a tendance à dire que pour comprendre les objets, il faut décrypter leur message, c'est-à-dire il faut considérer les objets comme des outils de communication. Et c'est vrai qu'on communique à travers nos objets, c'est la vérité, on passe notre temps à décoder les messages que les autres nous envoient à travers leur tenue vestimentaire, la décoration de leur maison, les objets qui vont montrer plus que ceux qui vont cacher, etc. Donc il existe une dimension, on va dire, littéraire des objets, mais il ne faut pas réduire uniquement à ça. Donc voilà, quand on fait l'analyse des objets, il faut faire attention, quand on fait l'histoire des objets, il faut faire attention à ne pas seulement faire l'histoire de ce que les humains qui utilisent ces objets ont voulu faire dire à ces objets. J'y reviendrai quand on abordera la notion de culture matérielle, qui est un peu le contrepoids au sémiotisme, on va dire. Donc ces pièges que je vous présente, c'est pas exhaustif, mais c'est ceux qui peuvent m'intéresser. C'est ceux qui peuvent m'intéresser parce que justement je travaille sur des produits, c'est-à-dire des objets qui sont conçus, fabriqués et promus à des fins commerciales, à des fins donc de consommation. Et dans une société consumériste, les produits sont accompagnés de beaucoup de discours, justement. Les discours promotionnels en général, la publicité, mais pas que. Et ces discours, déjà, ont tendance eux-mêmes à réduire les objets à des signes. C'est le grand pourvoyeur de sémiotisme aujourd'hui, c'est la publicité, puisque tout ce que dit en général la publicité, c'est grâce à cet objet, vous allez pouvoir délivrer ce message-là. On peut mettre en avant aussi le confort, etc., le vécu du corps, mais la plupart du temps, c'est l'objet comme message. Donc dans une société consumériste, les produits sont accompagnés de beaucoup de discours, et ces discours vont puiser dans ce sémiotisme, mais aussi dans les rhétoriques progressistes, néo-darwinistes, accélérationnistes que j'ai mentionnées. Donc pour faire l'histoire des produits, il faut pouvoir éviter ces pièges, il faut savoir raconter par d'autres récits, mais il faut aussi rendre compte de l'usage de ces pièges. Il faut intégrer à cette histoire la critique de ces pseudo-récits, sans
utiliser leur méthode. Donc il faut être dans une sorte de réflexivité. Donc pour être réflexif, évidemment, il faut connaître ces pièges. Je viens d'essayer de vous les exposer. Je vais maintenant exposer comment présenter autrement les faits historiques qui peuvent vous intéresser et comment leur faire servir donc une perspective critique. Donc tout d'abord, il convient d'être précise dans ce qu'on étudie. En effet, le mot objet est très très vague. Et c'est en laissant dans ce vague, dans l'abstrait, qu'on en fait un grand monstre métaphysique, la technique en général. Alors, il y a la technique qui serait autre chose que les techniques réelles. Elle agirait toute seule et on ne l'arrêterait pas. Donc quand on parle d'un objet, il faut pouvoir là aussi être très précise. Est-ce qu'on parle de la matière, d'une chose, d'un produit, d'une marchandise, d'un bien ? Est-ce qu'on parle d'une réalité naturelle, d'une innovation, d'un usage, d'une production, d'une propriété privée ? Selon le mot qu'on va choisir, la réalité sociale qui est derrière ne sera pas la même. Donc rapidement, j'expose un petit peu les différents repères qu'on peut avoir pour éviter de tomber dans l'abstraction. Donc la chose, je vais distinguer donc différentes manières d'appeler un objet. La chose, donc, c'est l'indéterminé, c'est de la pure présence physique, de la matière étendue. Ça, c'est pour le coup une approche métaphysique, c'est-à-dire on se situe en deçà de toute détermination de la forme, de la fonction, de l'usage par des êtres humains, de la situation dans le monde social. On vient presque en physicien qui considère la matière pour ses propriétés, ou en métaphysicien qui se demande, en ontologue qui se demande qu'est-ce que l'être, quoi. Donc c'est une approche métaphysique, ce qui ne veut pas forcément dire totalement abstraite, coupée de toute réalité sociale, puisqu'il y a des activités sociales autour de ces choses, de la matière, notamment les sciences naturelles, qui vont s'intéresser à la matière pour elle-même. Donc des exemples, c'est de l'eau, du bois, un caillou, une galaxie, voilà des choses. On peut distinguer donc la chose de l'objet, ou de l'objet technique, ou de l'outil, ou de l'instrument, puisque ce sera plutôt une chose déterminée, résultat ou outil d'un travail humain. L'artifice, l'artefact, par exemple un verre, un pagne, une tuile. On pourra se retrouver alors dans une approche qu'on dira ingénieriale, si l'objet est conçu pour ses propriétés utilitaires. On pourra aussi être dans l'approche du design, on pourra apprécier la beauté de l'objet et l'intelligence de sa conception. Mais on pourra aussi être dans une approche plus sociale ou sociologique, puisque l'objet, en tant qu'artefact, est placé dans un contexte humain, le contexte de ses usages. On doit encore distinguer l'objet du bien, puisque le bien, c'est l'objet en tant qu'il va être soumis au droit, donc là aussi replacé dans un espace social concret. L'espace de l'usage au sens large et pas seulement de l'utilisation. Autour du bien, le bien nous donne accès aux habitudes, aux coutumes, aux obligations, aux lois qui régissent sa circulation et son utilisation. Donc là, on est vraiment dans l'objet. Cette fois, on met en mouvement en fait l'objet, dans sa manière de circuler dans l'espace social. Donc cet espace qui est parcouru de lois, par exemple, pour ce qui peut nous concerner au plus près, la propriété privée, le droit d'usufruit, les rituels de distribution des cadeaux, les coutumes de prêter rendu, etc. Donc là, on va être dans une approche qui sera plus juridique, ethnographique. L'objet est pris dans la réalité complexe de ces modes de circulation. Il est replacé dans ce que Kopytov appelle la trajectoire sociale. Exemple, mon verre, ce pagne dans un magasin, cette tuile posée sur la toiture de la maison qui appartient à telle personne. Donc là, on voit qu'on est plus dans le concret. On peut encore distinguer le produit ou la marchandise, c'est-à-dire le bien pris dans une certaine trajectoire sociale, celle de la production et de la commercialisation dans toutes leurs dimensions, conception, fabrication, distribution, promotion. Exemple, un téléphone dans une chaîne de montage, dans un entrepôt, ou dans un conteneur, ou en magasin, ou en photographie sur une publicité, etc. Et distinguer également le déchet, c'est-à-dire non pas l'ex-objet, souvent on qualifie le déchet comme chose, c'est-à-dire l'objet qui serait tellement abîmé qu'il en serait revenu au statut indéterminé, de débris, et qu'il redeviendrait une sorte de chose dans la nature. On voit que ça aussi c'est une abstraction, parce qu'en fait les déchets dans leur réalité sociale ne sont pas des choses dans la nature. Ça fait partie des rares choses autour de nous qui n'ont pas de propriétaire, puisque ça se définit comme un bien abandonné, mais c'est pas pour autant des choses. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'elles ne sont plus soumises à la propriété privée
qu'il n'y a pas de droit ou d'obligation autour de ces déchets. Un déchet, sa circulation est extrêmement codifiée. Vous n'avez pas le droit de le jeter n'importe où, à n'importe quelle heure. Une fois qu'il va être mis à tel endroit, un certain nombre d'organismes, que ce soit la mairie ou le département ou une entreprise privée de collecte des déchets, vont avoir des obligations de traitement, etc. Donc le déchet, ce n'est pas une chose dans la nature, c'est un ex-bien, un objet qui est sorti de sa trajectoire sociale de propriété privée. C'est toujours un bien, mais il est pris dans d'autres trajectoires économiques et juridiques, droit d'environnement, travail du déchet. Donc, exemple, l'encombrant dans la rue, l'emballage dans une poubelle jaune, le gravat sur le tapis roulant d'un centre de tri, etc. Voilà pour une brève typologie. Quel intérêt de cette typologie, vous me demanderez. Ça sert donc là aussi à préciser ce dont on parle pour mieux le situer. Pour éviter tous les pièges des grandes abstractions métaphysiques qui nous menacent quand on fait de l'histoire des techniques, il faut être capable de situer la chose dont on parle. C'est-à-dire de postuler un espace-temps, de ne pas postuler un espace-temps unique et abstrait où se déroule le drame historique de l'évolution technique, mais dire dans quel contexte social on parle. Tout objet renvoie donc à des pratiques et des usages qui ne sont compréhensibles qu'en fonction de ce contexte. C'est tout le monde social qu'il faut déployer pour comprendre ce qu'est un objet et dire à quoi il sert vraiment, c'est-à-dire quel rôle il joue dans ce monde social. En effet, il faut considérer l'objet là aussi comme un agent ou un actant, pour reprendre les vocabulaires latouriens. Sur une scène sociale, l'objet n'est pas qu'un accessoire, mais il joue un rôle central. Il est l'opérateur d'une action qui n'est pas seulement technique, mais sociale ou politique. Donc là, je vais vous prendre un exemple sur lequel j'ai beaucoup travaillé dans le livre que j'ai publié en 2021 chez Divergence. Donc, l'exemple du mouchoir. Je prends volontairement des petits objets parce que je veux éviter cette idée que, voilà, n'est technique que ce qui est extrêmement complexe, extrêmement récent, par exemple un ordinateur. Donc j'ai tendance à favoriser les petits objets assez anciens pour montrer que tous les objets qui nous entourent sont techniques. Donc exemple, le mouchoir. Le mouchoir en tissu, lorsqu'il était apparu au XVe siècle dans certaines cours européennes, France, Italie, Espagne, ne servait pas seulement à retirer de la morve, mais était un véritable outil de domination de classe. Hautement codifié dans son usage, il servait à constituer et reproduire la légitimité d'une classe, en l'occurrence aristocratique, qui se définissait et qui se distinguait des autres classes, donc qui se définissait comme classe, par son caractère civilisé, citation, c'est-à-dire une certaine supériorité anthropologique dans les manières de faire, dans les manières de manipuler les objets, certains outils qui étaient censés se transmettre de génération en génération. Je parle des manières qui se transmettaient de génération en génération, les objets aussi, mais c'était des manières que je parlais ici. Donc, ne pas se moucher du coude, du pied ou de la manche, comme on dit depuis de façon proverbiale, ça permettait de se distinguer, selon les manuels du savoir-vivre du XVIe au XXe siècle, ça permettait de se distinguer des pourceaux, des paysans, des gens de village, des charcutiers, des marchandes de poissons. Fin de citation. Donc ça, c'est des expressions que j'ai prises dans différents manuels du savoir-vivre qui expliquent comment se servir de mouchoir et qui étaient enseignés aux jeunes aristocrates. On voit bien qu'évidemment, il s'agit de se distinguer des autres classes sociales, qui sont d'ailleurs renvoyées à l'animalité, donc les cochons en l'occurrence. Donc vous trouvez ces citations donc, dans le livre de Norbert Elias, La civilisation des mœurs, ou au chapitre 3 du livre que j'ai publié. Dans un de ces manuels de savoir-vivre, on trouve même l'idée que le mouchoir en tissu est signe d'une civilisation avancée, voire d'une différence de race, parce que c'est une époque où race et classe parfois sont utilisées de façon synonyme. Donc je vous donne une citation là, donc c'est la baronne Staff dans un manuel savoir-vivre qui explique que le mouchoir c'est le propre d'une civilisation avancée. Je vous donne une autre citation qui est issue de la presse féminine du milieu du 19e siècle, qui s'appelle une revue qui s'appelle Le Messager des modes et de l'industrie, donc qui était une revue pour les jeunes femmes bourgeoises de province ou de Paris. Donc on leur explique beaucoup de manières de société. Donc je cite, « Au parfum qu'elle porte après elle, vous devinez la femme du monde. Et non seulement encore au parfum, mais à la dose. Deux femmes, habillées et costumées de même, trahiront toutes deux sans le vouloir la différence des races. La tenue du mouchoir, indélébile stigmate, vers lequel aspirent tant de femmes, et qu'une seule classe d'entre elles s'est portée en grande dame, blason qu'on ne peut détruire, que la femme du grand monde a reçu de sa mère, qui le laisse à ses enfants. » Fin de citation. Donc vous voyez comment on enseignait l'usage d'un tout petit objet comme outil de distinction sociale et d'ascension sociale en l'occurrence, puisque
Là, je cite voilà, une revue du 19e siècle qui est destinée plutôt à la jeunesse bourgeoise. Donc, on est déjà à une époque où c'est plutôt, c'est pas un manuel savoir-vivre destiné aux petits aristocrates qui vont leur expliquer comment être parfaitement de leur classe. Donc, on voit que le mouchoir a un usage extrêmement complexe. D'une manière générale, il faut montrer qu'on sait l'utiliser, mais cacher qu'on a à s'en servir, parce que quand même, c'est de la morve, ça se montre pas trop en public. Il faut pouvoir vérifier que les autres savent l'utiliser, faire en même temps comme si on ne le voyait pas, parce que ça ne se fait pas de regarder ce que les gens font. Donc, il y a une codification très complexe qui répond à des enjeux sociaux. Là, je cite Norbert Elias, le mouchoir, la fourchette, l'assiette et les autres instruments du même genre sont d'abord des objets de luxe conférant à celui qui s'en sert un prestige social. Et Elias d'ailleurs montre que leur développement au XVIIe siècle en France correspond à la période où la noblesse fut soumise par l'absolutisme royal. Donc et ce qu'il dit, c'est que le raffinement des manières à la cour s'est accru avec la suggestion politique des aristocrates. Parce que c'est une époque où on les rassemble à Versailles pour les dominer en fait, pour éviter que la fronde se répète, etc. et que chaque seigneur fasse la loi dans son précaré. Donc il y a une forme de discipline par les objets. Les préceptes de civilité, d'ailleurs, doivent être en général appliqués devant les classes supérieures ou égales à la sienne. C'est-à-dire que devant des classes inférieures, on peut se moucher du coude, mais il faut utiliser les bonnes manières, c'est montrer son allégeance à des classes supérieures, et c'est réellement appliquer un outil de discipline. Et c'est pour ça que je dis attention tout à l'heure aux sémiotiques. C'est pas juste je montre que j'ai un mouchoir, donc je fais un acte de communication pour dire je suis dans la même classe que vous. C'est réellement apprendre à discipliner son corps et à se tenir d'une manière telle qu'on va réellement pouvoir ou pas faire des choses dans la société, avoir plus ou moins de pouvoir sur ses actions et les actions des autres. Donc on peut raconter l'histoire de l'objet mouchoir comme celle d'un outil de domination et d'ascension sociale plus ou moindre, sans reprendre le modèle évolutionniste. Il n'est pas question de dire qu'avant, les gens se mouchaient du coude, c'était vraiment des ignorants, et un jour, des gens plus intelligents ont inventé le mouchoir, et peu à peu, le mouchoir s'est répandu dans la société, et maintenant, ça va beaucoup mieux. Vous voyez que les raisons de développer l'usage du mouchoir sont tout autres. Il faut replacer d'ailleurs ces discours évolutionnistes dans cette histoire, puisqu'ils font eux-mêmes partie des outils de domination. C'est notamment quand les grandes entreprises de pâte à papier se sont mis à produire des mouchoirs jetables qu'ils ont utilisé des discours progressistes, hygiénistes, pour justifier l'usage du mouchoir. Ils ont commencé à dire que voilà, au XXe siècle, c'était l'âge de la science, c'était l'âge de la santé. On ne pouvait plus utiliser d'ailleurs des mouchoirs en tissu parce que c'était trop sale, et qu'il fallait évoluer dans le bon sens, progresser pour parvenir à cet âge de la science que serait l'âge moderne. Donc, voilà comment on peut à la fois éviter ces discours tout faits de sémiotisme, d'évolutionnisme, et en même temps les intégrer, c'est-à-dire montrer qu'ils font partie de cette histoire, qu'ils sont intervenus à un certain moment dans un certain but. En l'occurrence, c'était pour vendre des mouchoirs en papier. On a fini par dire que c'était plus scientifique, plus progressiste de les acheter. Ou c'est par souci de domination qu'on a dit que c'était une civilisation plus avancée qui utilisait des mouchoirs en tissu, tandis que les pourceaux, les sauvages et les autres marchands de poissons ne les utilisaient pas. Donc, un exemple de ce parcours de pensée-là. Cet exemple, donc, maintenant, on peut le réfléchir en montrant, là aussi, les principes philosophiques qu'il y a derrière. Donc, c'est les principes de ce que l'anthropologie appelle la culture matérielle. C'est un domaine, mais qui touche aussi bien l'histoire que l'anthropologie, que l'ethnographie. En France, il a été notamment porté par le groupe Matière à penser. Donc, qu'est-ce qu'on entend par culture matérielle? Ça peut sembler redondant comme expression, puisque on pourrait être tous d'accord pour dire que oui, les objets, c'est du matériel, et c'est le monde matériel, et qu'on est aussi d'accord pour dire que c'est par la description des objets qu'on va décrire une culture. En réalité, ce n'est pas aussi redondant que ça, puisque ça permet justement d'éviter un des pièges très présents en anthropologie,
qui est donc le sémiotisme ou symbolisme, là aussi très hérité notamment par l'influence de Lévi-Strauss et par tout ce moment où il y a eu le modèle de la linguistique est devenu vraiment très important en anthropologie, enfin dans les sciences sociales en général, et donc on essayait toujours de penser les sociétés comme des systèmes dans lesquels il y avait des symboles qui permettaient, les pratiques étaient comme des symboles qui permettaient aux gens de communiquer entre eux et de donner du sens au monde. C'est tout à fait vrai, mais c'est relativement insuffisant. C'est-à-dire on continue à penser que tout ce qu'on fait et tout ce qu'on manipule, c'est avant tout du langage. Donc c'est vrai, mais ça ne suffit pas. C'est la critique donc des anthropologues de la culture matérielle qui vont avoir tendance à critiquer ce modèle purement structuraliste. Dans une pensée symboliste ou sémiotiste, on dira, par exemple, pour reprendre l'exemple du mouchoir, que c'est un signe de richesse parce qu'il coûte cher, qu'il est en matière précieuse et qu'on va, en l'utilisant, montrer qu'on est riche et qu'on a de l'éducation. En s'en tenant là, on ne tiendra pas vraiment compte du fait que l'apprentissage de l'usage du mouchoir est une véritable discipline du corps et que cet apprentissage détermine réellement, et non pas seulement symboliquement, l'usage du corps qu'on va avoir en public et les possibilités d'action qu'on va avoir dans un espace social. Donc je prends un autre exemple, là, au Japon, le mouchoir jetable qui existait dès le 9e siècle était aussi un objet aristocratique. Il était utilisé par la classe noble. Oui, parce qu'il était précieux, ok, et donc signe de richesse, mais aussi parce qu'il était utilisé dans des actions réservées aux nobles. Il servait notamment à l'entretien des armes blanches, à nettoyer les lames, et seuls les nobles avaient droit d'en porter. Donc vous voyez qu'il faut pouvoir rendre compte de ces deux aspects. Cet usage des mouchoirs jetables, loin d'être considéré comme l'outil d'une civilisation avancée par la classe dominante française, était considéré comme un exotisme. Quand les Français ont vu des Japonais débarquer dans le sud de la France au XVIe siècle, ils ont considéré cet usage des mouchoirs jetables comme complètement exotique et amusant et surprenant, mais ils ne se sont pas du tout dit « Oh, c'est un état de civilisation avancée, on va poursuivre notre route en adoptant ce système ». Donc, si on reste dans un modèle sémiotique, on passe à côté de ce qui est propre au matériel, sa dimension perceptive, son rapport au corps, son rôle dans l'ontogenèse plutôt que la phylogenèse. Vous vous souvenez que tout à l'heure, j'ai dit que dans l'évolutionnisme, on est dans une approche phylogénétique, c'est-à-dire on considère qu'il y a une grande histoire de l'espèce humaine et que l'espèce évolue. Et on nie un peu la diversité à la fois individuelle et sociétale. Dans l'approche en termes de culture matérielle, on va être plutôt dans l'ontogenèse, c'est-à-dire on va considérer chaque individu, comment chaque individu apprend, se forme, acquiert sa place dans un groupe social par l'apprentissage de l'utilisation d'un certain nombre d'objets. Les théoriciens de la culture matérielle considèrent avec Marcel Mauss que tout apprentissage et toute éducation est une incorporation, l'ajout au corps, d'un ensemble de savoir-faire techniques qui ne sont pas que des exercices physiques ou du travail, mais qui deviennent des habitus au sens de Bourdieu, des dispositions à faire naturellement ceci ou cela, à se tenir comme ceci ou comme cela, et à juger que cette manière de faire est la norme, et que tout le reste est anormal, ou en tout cas surprenant, exotique, etc. Comme ça que se forme une culture. L'incorporation est une identification, la construction de l'appartenance à un groupe, d'une identité sociale. On se construit homme ou femme par l'apprentissage de l'usage de certains objets et pas d'autres, qui deviennent interdits, par la pratique de certains sports et pas d'autres, par le fait de se tenir d'une certaine manière et pas une autre. Je prends l'exemple du genre, mais on pourrait prendre d'autres exemples. Bref, l'usage des objets transforme et situe dans un monde social. Il y a des cultures matérielles différentes selon les espaces sociaux. En général, un individu en maîtrise plusieurs, et c'est cette diversité qui va le singulariser. On peut être femme, bourgeoise, urbaine, etc. Et c'est cette diversité-là qui est liée à des cultures matérielles qu'on a appris depuis la jeunesse. C'est ça qui va permettre de, en général, qualifier un individu qui va maîtriser les codes et les usages de différentes cultures matérielles. Donc évidemment, cette approche-là, elle est beaucoup centrée sur l'ethnographie. C'est-à-dire que les anthropologues de la culture matérielle vont vraiment vouloir avoir une description fine d'un certain groupe social très précis et vont faire bien attention à ne pas généraliser comme les anthropologues structuralistes qui vont chercher une culture, un certain nombre de schémas de sens et de signification communs à toutes les cultures. Mais évidemment, on peut aussi... on n'est pas obligé de faire que de l'ethnographie, hein. Il y a de l'histoire des cultures matérielles,
Et cette histoire, elle va être centrée sur ce que donc Edgerton appelle les usages, c'est-à-dire pas seulement l'utilisation technique, mais toutes les diverses formes de nos rapports aux objets. Parce que les objets ne sont pas présents uniquement dans leur utilisation, ils sont présents même dans leur non-utilisation. La plupart des objets qui sont par exemple chez nous, on ne les utilise pas tous les jours, ils sont une présence matérielle autour de nous, et ça aussi c'est un usage des objets. Donc il faut être attentif à cette diversité d'usages. Et aussi, donc là aussi, pour revenir à la question que j'ai posée en introduction, qui est de comment avoir un petit peu une démarche critique, étudier les cultures matérielles permet d'étudier des systèmes sociaux, c'est-à-dire des rapports de pouvoir. Hein, il faut vraiment penser en termes d'action. C'est pas juste un système de domination au sens là aussi un peu Lévi-Strauss, où il y aurait des pôles de sens, en fait, des opposés de signification, par exemple haut, bas. Hein, chez Lévi-Strauss, hein, il dit qu'il y a les symboles du haut, les symboles du bas, et que c'est ça la hiérarchie sociale. La culture matérielle nous invite plutôt à réfléchir en termes d'action. C'est-à-dire quels objets rendent quelles actions possibles, et ceux qui ont le plus d'objets et le plus d'actions possibles sont ceux qui ont le plus de pouvoir. Pour rendre ça moins abstrait, je vous donne un autre exemple qui est étudié par Manuel Charpy, le costume-cravate. Qu'on aurait tendance à dire « Ah oui, c'est le symbole du pouvoir ». Mais voilà, spontanément, on va dire « Ah, c'est un symbole ». Bon, c'est pas très juste. Parce que le costume-cravate, c'est d'abord aussi un outil pour entrer dans certaines sphères. Donc Manuel Charpy a montré qu'il a d'abord été imposé dans certaines professions aux États-Unis, donc professions de fonctionnaires ou de cadres, ce qu'on appelle les cols blancs. Et c'était vraiment un col blanc, donc le costume-cravate. Il permettait d'accéder à certaines professions. Il permettait de construire une culture du corps urbaine, non manuelle, par opposition aux ouvriers. Et puis, Manuel Charpy montre qu'il a aussi été imposé par la loi aux fonctionnaires de certains pays où il était auparavant considéré comme un habit exotique. Il prend l'exemple du Japon et de la Turquie, où donc les fonctionnaires d'État ont eu l'obligation, à partir d'un certain moment, d'abandonner leur costume habituel au profit du costume-cravate européen ou américain. Et donc ce costume-cravate est devenu un moyen d'entrer dans ces professions et dans le domaine diplomatique, d'affirmer une certaine allégeance aux puissances occidentales et par là même de pouvoir rivaliser avec elles. Bref, c'est devenu un outil de diplomatie. Un moyen de travailler dans un certain espace social et d'y avoir de l'influence. Donc, voilà un autre exemple qui montre qu'il n'y a pas que les armes qui sont des outils de domination, et que la plupart du temps dans les groupes sociaux, la reproduction des rapports de force et de pouvoir se fait par la réitération des gestes techniques du quotidien, pour peu qu'ils aient lieu dans le contexte approprié. Et la connaissance de ce contexte, de comment utiliser un objet pour qu'il permette de faire ce que je veux, c'est une connaissance fine du contexte. C'est celle qu'on a quand on vient de ce milieu-là. Donc la maîtrise des gestes et de leur accomplissement dans le bon contexte, c'est cela qui fait qu'on appartient ou pas à une culture matérielle et qu'on y est dominant ou pas. On voit donc qu'en étudiant cette culture, on peut en être critique, à condition évidemment de ne pas tomber dans les pièges que j'ai essayé de vous signaler. Je m'en tiendrai là, merci. C'est chez Pierre Clastre alors je sais jamais, j'arrive jamais à retrouver le texte dans lequel il parle de ça, mais où il fait la comparaison entre le boomerang et le M16. Et où il dit en fait finalement quel est l'objet le plus performant, le plus efficace, le plus avancé technologiquement, et où il explique, bah voilà, pour un M16 il faut des mines de fer, il faut des forges, il faut inventer la poudre à canon, etc. etc. Alors effectivement on peut tirer plus de balles, on peut tirer plus loin et compagnie, mais finalement on a un rapport à l'environnement qui est voilà, complexifié et qui demande beaucoup de ressources. Alors que le boomerang, c'est finalement une arme de chasse qui a été conçue dans un environnement où le bois est assez absent. Et du coup, on a conçu une arme de chasse qui, en cas d'échec, revient. Et qui en plus est réutilisable. Et donc lui, il suggère que, justement, en fonction de la clé de lecture, ou enfin tout ce que vous avez très bien décrit, on peut s'interroger sur justement où se situe le progrès technique, ou l'innovation, ou l'efficacité, ou en tout cas l'adaptabilité, la justesse de l'objet avec l'environnement. Et moi je trouve que j'aime bien cet exemple entre le boomerang et le M16, mais... c'est des réflexions qui reviennent beaucoup aujourd'hui, justement parce qu'il y a une critique du progrès qui est liée à la prise de conscience de la raréfaction des ressources.
Et là, ce qui distingue ces deux objets, c'est qu'il y en a un qui a un plus grand degré d'indépendance, pas de dépendance à des ressources non renouvelables, à ce qu'on appelle des consommables, les cartouches d'imprimante ou les cartouches de M16. Voilà. Je prends l'imprimante parce que c'est vraiment un exemple type de l'objet de dépendance, c'est-à-dire pourquoi les imprimantes coûtent pas cher, parce que les cartouches coûtent très cher. L'encre d'imprimante, ça coûte plus cher que du Chanel numéro 5, et plus cher aussi, je crois, que l'or liquide. C'est un des liquides les plus chers du monde. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir bien voulu imprimer ma présentation, parce que j'avais plus d'encre moi-même. L'imprimante est un objet dépendant, et vous ne pouvez pas l'utiliser sans électricité, sans cartouche et sans tout le dispositif sociotechnique qu'il y a derrière. Pareil pour le M16. Et contrairement au boomerang, une fois qu'il est fait, vous n'avez plus qu'à l'utiliser. Donc ça, c'est la notion de technique un peu indépendante ou autonome, qui revient beaucoup avec donc, la critique de écologiste face à la raréfaction des ressources, et puis la notion de durabilité. Là aussi, plus un objet est complexe, moins il va être durable, alors que typiquement le boomerang, c'est une seule pièce, je crois. Oui. C'est une pièce, et bon, soit elle est endommagée, soit elle est en bon état, mais une pièce, une matière. Alors que le M16, au contraire, n'a pas extrêmement complexe. Et c'est pour ça que, voilà, dans une vision très progressiste, on va penser que plus il y a de complexité, et plus il y a d'énergie, plus c'est technique. Alors qu'en réalité, plus il y a de complexité, moins il y a de durabilité, et plus il y a d'énergie, moins il y a d'autonomie. Donc vraiment, c'est effectivement deux opposés très, très parlants, et qui montrent bien que l'approche progressiste est vraiment une idéologie pour le coup. Et pour le coup, c'est vraiment une idéologie consumériste, parce que plus un objet va dépendre d'énergie, plus vous avez, et moins il va être autonome, plus vous allez avoir besoin de consommables, d'énergie, plus vous allez consommer pour le maintenir utilisable. Et ça, c'est typique des produits qu'on a aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'autant d'objets sont numérisés? Parce que plus vous les numérisez, plus vous avez besoin de consommables et d'énergie pour les maintenir en état. Donc c'est des boucles de consommation en fait. Je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle. Ça, c'est absolument passionnant. Il y a une chose qui m'a frappé dans le déroulé entre la chose, qui a un moment donné, vous parliez du produit, dans toutes ses dimensions, sa conception, sa production, sa commercialisation, façon par la publicité. C'est marrant, ça c'était la définition de ce qui industriel, l'origine sur la design dans les années 60. C'est assez étonnant, alors que vous définissiez le design par la question des usages et de l'esthétique à un moment donné. Et ça montre effectivement, pour ce qui concerne nos écoles, en tout cas ce qu'on y enseigne, cette espèce de malentendu absolument fondamental sur ce qu'on y fait. Et ça résonne, je n'ai pas de réponse et pas de question par rapport à ça, mais en tout cas je trouve ça très intéressant. Et puis sur la question le développement sur le mouchoir, moi, m'inspirait juste à toute une interrogation. C'est-à-dire que toute la question de la domination, des objets de la domination, y compris la question des races, parce que je pense qu'il faut aussi remettre les choses dans le contexte. Quand on parle de race au XVIIIe siècle, c'est compris la race du sang. Ça explique la Marseillaise. Oui, c'est synonyme de classe. Les gueux et les bagueux. Et effectivement, la théorie raciale, elle s'est refondée au XIXe siècle avec les races blanches, intelligentes, puis le reste du monde. Mais la question du mouchoir, je trouve qu'elle est hyper intéressante. Je trouve que c'est très pertinent de le faire à travers cet objet, qui est un objet véritablement de distinction, de différenciation. Mais à l'inverse, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de quand il n'y a pas de mouchoir? Moi, ma question serait plutôt, effectivement, à partir du moment où j'ai pas de mouchoir, je me dis dans les doigts. Pourquoi à un moment donné on crée le mouchoir? Et c'est pas que de la distinction, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du rapport au corps, du rapport à l'intériorité du corps, du rapport à ses sécrétions, du rapport. Et effectivement, qui très vite va être confisqué par l'éducation. Mais finalement, c'est voilà, quand le mouchoir n'existe pas, pourquoi et comment on va inventer ce tissu, en tout cas l'utiliser quand on va l'utiliser d'abord pour se moucher. Parce qu'après, effectivement, le mouchoir va être un objet de séduction, un objet d'identité, un objet de représentation, brodé, il est ajouré, il est coloré, il est décoratif.
il est dans la pochette, il va être nonchalamment abandonné, il va être ramassé, enfin bon, tout un rituel du mouchoir qui ramène d'ailleurs à une forme de constamment, on sait que c'est quand même encore une fois, à la sexualité et à la sensualité. Donc qu'est-ce qui se passe quand voilà, c'est une question que je me pose, qu'est-ce qui nous motive, je ne sais pas si là-dessus vous avez une réponse, c'est-à-dire à ce toujours plus qui a enclenché effectivement le phénomène progressiste dont vous parlez très bien et d'entropie et de complexification. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, alors je vais répondre tout de suite à ça, après on reviendra sur le design. Avant qu'il y ait des mouchoirs, les gens utilisaient leur corps en fait, rien, c'est-à-dire des techniques que vous connaissez, vous mettez votre doigt comme ça et vous soufflez, ça sort. Soit ça, soit réellement des vêtements. C'est pour ça qu'on a ces expressions ne pas se moucher du coude, de la manche, où il y a aussi des textes où ils disent faut pas se moucher avec la casquette, comme les bouchers ou les charcutiers. Bon, là aussi toujours des exemples de classe. On pleure dans les voiles, etc. Ou dans les mains. Donc il y a des techniques du corps qui sont plus ou moins équipées par les textiles du vêtement. Donc il n'y a pas rien. Qu'est-ce qui fait qu'on utilise qu'on invente le mouchoir? Alors je crois que j'ai déjà proposé une réponse. Après c'est difficile de dire qu'est-ce qui fait qu'on veut un mouchoir. C'est-à-dire on postule là aussi une intentionnalité des usagers qui est difficile à retrouver. Moi je suis convaincue par la réponse de Norbert Elias que je reprends dans mon livre, qui est que c'est vraiment d'abord un objet d'apparat. Mais c'est pas parce que je dis que c'est un outil de distinction d'objet d'apparat que ça veut dire qu'il n'y a pas de rapport au corps. C'est pour ça que j'ai tant insisté sur la différence entre culture matérielle et sémiotisme. C'est-à-dire que la distinction, c'est pas juste un système de communication, c'est pas juste un message. C'est vraiment une discipline du corps. Et les textes qu'on lit dans ces manuels de savoir-vivre sont extrêmement violents, à destination des femmes notamment. Il faut pas rigoler en public, il faut pas bâiller en public, il faut pas éternuer en public. Et si on est vraiment contrainte de le faire parce qu'on sait vraiment pas bien tenir son corps et qu'on n'est vraiment pas une jeune fille de bonne famille, alors il faut le faire discrètement dans un mouchoir. Donc c'est vraiment de la discipline du corps. Et c'est pour ça que je n'opposerai pas les deux en fait. J'ai essayé dans cette présentation de montrer comment les deux sont articulés, mais c'est vrai que c'est difficile à intégrer parce que distinction, on va penser information, communication, mon mouchoir est brodé d'or, je suis riche, le tien est juste blanc, tu es plus pauvre. Mais il y a vraiment du rapport au corps là-dedans, et ça vaut aussi pour la sexualité évidemment, puisque on retrouve au 16e, je crois déjà, des textes d'amour courtois, ou des pièces de théâtre qui racontent comment l'usage du mouchoir est utilisé comme substitut de la personne aimée. Donc pas juste le message de je jette mon mouchoir, tu le rattrapes, ça veut dire que tu es intéressé, la drague, etc., qui dure jusqu'à aujourd'hui, avec le flagging des bandanas notamment. Ça existe encore aujourd'hui, bien sûr. Les couleurs du bandana sont utilisées comme message de pratique sexuelle. Donc c'est pas ce genre d'outil de communication, c'est vraiment là aussi une extension du corps, parce que l'objet mouchoir est au plus proche des sécrétions du corps, et donc il peut être utilisé comme métonymique ou substitutif de la personne aimée, parce qu'il a son odeur, parce qu'il a dormi avec elle, etc. Et vous voyez que là aussi, on en a toujours du mal à vraiment articuler les deux. C'est ça l'enjeu. Il y a quelque chose qui résonne dans ce que vous dites et je retrouve à l'origine au XVIe siècle, au moment de la Renaissance, c'est la question de la fragmentation. Je pense qu'il y a une fragmentation du mouvement. Et cette fragmentation est une forme de complexification des objets, de la connexion. Et qu'effectivement, ensuite, c'est une fragmentation de soi-même. C'est un bout de corps. Pourquoi le mouchoir devient effectivement à un moment donné un objet complètement sexualisé? C'est bien parce qu'il est plein de sécrétions. Et c'est très intéressant, je trouve, les stérilisations qui continuent. En fait, on a un phénomène assez constant de détachement. Et la Renaissance est très intéressante pour ça, parce que c'est le grand moment de la fragmentation, y compris les musées, on peut en parler, le changement de statut, la neutralisation des objets par l'intégration dans le musée, on a fait autre chose que ce qu'ils sont. Dans un autre sens, et c'est le moment où la collection devient effectivement fondamentale dans les sociétés qui se distinguent. Donc c'est une forme d'appropriation, mais c'est aussi une forme de recodification. C'est là qu'on voit bien que quand on coupe un objet de son contexte social et des corps dans le giron desquels il se situe, on peut lui donner du sens, et surtout n'importe quel sens.
c'est ça aussi le piège, c'est-à-dire que si vous êtes simplement dans le sémiotisme, dans ce cas-là, vous pouvez faire dire à un objet n'importe quoi. Et vous allez le couper de son contexte social, vous dire ah ça c'est un symbole de machin, ce qui montre bien d'ailleurs que le peuple qui l'a utilisé était vraiment superstitieux, et nous on sait reconnaître l'art là-dedans. Donc c'est pour ça que je parlais de cette importance de situer les objets, et oui, le mouchoir est vraiment pour le coup un objet au plus proche du corps, et jusqu'à en être un substitut. Pour répondre aussi à votre autre remarque sur le malentendu concernant le design, alors là je plaide coupable, hein, parce que moi j'ai une histoire du design qui est vraiment, on va dire, biaisée par mon intérêt pour le consumérisme. C'est-à-dire que moi j'ai surtout lu les designers qui ont constitué leur profession, qui ont vendu leur profession en fait. À peu près dans les années 1920 aux États-Unis, il y a tout un mouvement du design industriel qui se justifie, qui légitime sa profession et donc son emploi par des grandes entreprises au nom du consumérisme. C'est d'ailleurs certains d'entre eux qui participent à l'élaboration de ce concept même avec les publicitaires. Ils ont à peu près le même discours qui est maintenant aux États-Unis, on a des usines tellement performantes et des machines de production tellement performantes qu'on produit beaucoup et qu'on produit trop. Et donc on a réussi l'âge du productivisme. Maintenant il faut passer à l'âge du consumérisme, c'est-à-dire trouver les moyens de faire consommer autant qu'on produit. Et pour pas connaître de crise de surproduction. Et donc ces designers-là, c'est à partir de cette théorie consumériste qu'ils vont légitimer leur profession en disant parce que nous, on crée de beaux objets, on est capable de renouveler la consommation régulièrement, puisque même si des gens ont déjà, pour prendre une technique de l'époque, un réfrigérateur, nous on va créer un réfrigérateur verre avocat, je cite, et ça va renouveler la demande pour les réfrigérateurs. Donc c'est un malentendu qui vient des textes que auxquels j'ai tendance à plus m'intéresser, qui mettent en avant la beauté, mais évidemment il y a d'autres aspects. Non, mais c'est pour dire que ça renvoie à un moment précis de l'histoire où les designers eux-mêmes ont soutenu ce malentendu parce que la notion de beauté et d'esthétique et de désidérabilité était ce qui leur permettait de légitimer leur profession et tout simplement d'avoir du boulot. Parce qu'après, c'est les années 30, c'est la crise, les designers, c'est pas l'urgence pour des entreprises qui ont des problèmes de fond. Et donc dans les années 30, aux États-Unis, il fallait dire, regardez, il y a une crise de surproduction, la solution, c'est pas de moins produire ou d'économiser, c'est au contraire d'investir plus dans des métiers comme les nôtres, qui donnent envie aux gens de consommer toujours plus. Donc c'est très contextuel aussi. L'Union centrale des beaux-arts appliquée à l'industrie. Ouais. Comment rendre le beau dans l'outil, et avec quand même des gens comme William Morris ou les radicaux italiens qui ont conscience, enfin je ne sais pas s'ils ont conscience, mais en tout cas qui voient justement dans le design un outil de diffusion des rapports de domination, des rapports de pouvoir, des rapports sociaux, et qui du coup s'en emparent aussi comme façon pour changer la société en fait. C'est-à-dire qu'un des projets de William Morris, c'est aussi en questionnant le modèle industriel et l'esthétique industrielle, de diffuser l'idéologie socialiste de l'époque, enfin en tout cas la sienne. Donc il y a, il y a les deux, peut-être même les trois, les quatre, les cinq, chacun après. Voilà. Armand, je crois que tu voulais intervenir. Oui, pour participer donc, au débat et par rapport à ce que vient de dire Alexis, alors, sur deux aspects, mais le dernier est peut-être le plus intéressant, mais avant, est-ce qu'il n'y a pas, par rapport à la question du mouchoir, est-ce qu'il n'y a pas tout simplement des questions, on va dire, sanitaires? D'ailleurs, on l'a bien vu avec l'épidémie là, qui est arrivée, que ça a rebâti notre rapport au mouchoir ces derniers temps, en fait, avec le Covid, tout comme le masque, etc. Je pense qu'il y a au XIXe siècle aussi cette question-là qui est très très forte, qui est aussi de permettre à l'ensemble de la population de sortir aussi on va dire, de toutes ces épidémies, de sortir d'un contexte sanitaire qui tuait beaucoup de gens. En fait. Mm-hmm. Et peut-être que l'histoire du mouchoir est prise dans cette évolution-là. Et sur le dernier aspect, alors pour le coup, vous avez développé,
Ben, c'est un problème qu'on a effectivement en France, en fait. C'est-à-dire que le milieu intellectuel universitaire français des années 60, 70, auquel on fait beaucoup référence, effectivement, a un problème avec le design. Donc, je ne suis pas étonné, en fait, en même temps de ce que vous avez dit, quand vous avez dit que, finalement, dans vos références, en fait, et c'est pas une évidemment pas du tout une attaque, mais dans vos références, cette question-là du design, elle est souvent prise, voilà, sous un angle assez négatif, en fait, et ramenée à une certaine relation à la consommation, au capitalisme, au consumérisme, etc. Alors même qu'en Europe, il y a le Bauhaus, alors même que effectivement, il y a les radicaux, alors même qu'aux États-Unis aussi, bien évidemment, il y a une production, on va dire, qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'alternative, etc., etc., et que les choses ne sont pas non plus si binaires que ça, quoi, en fait, hein, parce que si on prend l'exemple de Tesla chez Edison, je ne dis pas que c'est un designer, mais enfin, en tout cas, on voit bien qu'il y a aussi, au sein même de l'industrie, des personnes qui portent un discours tout à fait différent et qui essayent de... Mais donc, c'est vrai que souvent, malheureusement, en tout cas, moi j'ai pu faire cette expérience, voir qu'effectivement, dans la littérature, on va dire, scientifique, plutôt liée aux sciences humaines en France, il y a effectivement un problème avec le design que vous avez assez bien traduit, quoi, en fait. Au fond, on ne sait pas quoi en faire. Soit on dit que c'est les gros capitalistes qui participent voilà, à la marchandisation du monde, soit bah, on ne sait pas trop, parce que de toute façon, le mot est déjà anglais, et donc déjà, il y a un problème avec ça. Voilà, ces deux aspects-là. Le premier, effectivement, est la question sanitaire, qui, à mon avis, est quand même très très importante au XIXe siècle. Et le deuxième, c'est une interrogation, on va dire, sur la façon dont le design est perçu depuis pas mal de temps, en fait, en France. Hein. On le ressent par, on va dire, les milieux intellectuels d'une façon générale, et des plus brillants. Hein. Enfin, je veux dire, on ressent ça chez Deleuze, on ressent ça chez Derrida, enfin, c'est présent partout, quoi, en fait, cette interrogation à l'égard de la production industrielle. Alors, je vais vous répondre là-dessus. D'abord, un petit peu la même chose que ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'étudie le consumérisme, donc forcément, j'étudie le rôle des designers dans l'histoire du consumérisme. Donc, forcément, voilà, mon point de vue, il est sélectif. Je m'arrête à ça. Le consumérisme n'a pas que du mauvais. Pardon ? Et le consumérisme n'a pas que du mauvais, j'imagine. Alors, si vous voulez qu'on fasse une troisième question, on peut la faire, mais ça va être, je pense, la dernière, ça va nous occuper un bon moment. Donc voilà, je sélectionne les designers qui ont participé à cette histoire. Mais pour aller dans votre sens, je pense que l'approche en termes de culture matérielle permet justement de ne pas être dans cette naïveté qui considère que les objets ne sont que des marchandises et que face à la marchandise, nous ne sommes que des consommateurs. Quand vous êtes dans une approche en termes de culture matérielle, vous êtes capable de voir la richesse des rapports aux objets. Moi, mon problème, c'est le rapport au marché. Les rapports aux objets, justement, mais d'ailleurs, c'est un refuge, c'est des cultures de résistance. Beaucoup de cultures de résistance passent par la consommation aujourd'hui. La mode est un outil de résistance, notamment pour les femmes. La manière de, à la fois, être des acheteuses et en même temps détourner, utiliser de façon provocante, c'est un outil de résistance. C'est pas un domaine sur lequel je travaille beaucoup, mais quand vous vivez dans une culture... Sur le plan social, c'est plus réactionnaire. Pardon ? En même temps, c'est un des milieux les plus réactionnaires sur le plan social. Sur le plan des producteurs, mais voilà, quand je dis il y a une dépendance au marché, ça c'est clair. Après, dans le rapport, les objets, une fois qu'on les possède ou qu'on les utilise, on peut en faire d'autres choses que simplement les acheter. C'est pour ça que c'était intéressant la discussion sur les objets non autonomes, parce que c'est des objets que même au-delà de l'achat, une fois l'acte d'achat passé, vous êtes encore dans un rapport au marché. Parce que vous devez sans cesse les entretenir, ajouter des consommables, payer de l'énergie, le faire réparer ou en racheter un autre parce que c'est pas réparable, etc. Donc certains objets sont, il faudrait un terme, certains objets sont accaparants en fait, vous accaparent au-delà du marché et vous ramènent toujours au marché, d'autres non. Et l'approche en termes de culture matérielle permet de voir la richesse qu'il y a dans les usages de l'objet au-delà de l'acte d'achat, pourvu que cet objet vous libère une fois l'acte d'achat opéré, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc je pense que ça reste une approche qui est capable de dépasser ce modèle binaire que vous nommiez. Sur la notion sur le problème de la question sanitaire,
Alors, c'est un domaine sur lequel j'ai pas mal travaillé aussi. Quelqu'un qui travaille. Le prochain intervenant travaille à la revue Terrestre, qui m'avait demandé un article là-dessus, justement, sur produits jetables et contexte épidémique. Alors, en quoi, en fait, est-ce que le grand récit qu'on a des produits jetables comme des outils sanitaires, des dispositifs médicaux permettant de lutter contre la propagation des épidémies, quelle valeur accorder à ce discours? C'est un exemple type de ce que je disais tout à l'heure, à savoir de ne pas, que pour raconter ces objets, il faut justement mettre à distance ce discours, ne pas l'appliquer à l'histoire qu'on va faire comme cadre temporel, mais au contraire le replacer comme un moment de cette histoire. Et quand on fait ça, on se rend compte qu'il est extrêmement tardif en fait. Dans le cas des mouchoirs, l'argument hygiéniste d'utilisation des mouchoirs comme moyen d'éviter la propagation des virus, il arrive dans les années 1930 et il est utilisé comme argument publicitaire par Kleenex. Mais Kleenex à l'origine, c'est-à-dire une dizaine d'années auparavant, c'était pas du tout des mouchoirs, ça servait à se démaquiller. Ils l'ont vendu d'abord comme un moyen de se démaquiller et d'enlever la crème. Parce que vous comprenez, quand on met de la crème, parfois, on en met un peu trop à certains endroits, donc il faut pouvoir avoir quelque chose de spécifique pour l'éponger. Donc c'est comme ça qu'a été vendu Kleenex au début. Évidemment, ça n'a pas du tout marché parce que c'était un objet de luxe, forcément. En gros, c'est l'équivalent des disques à démaquiller aujourd'hui. Donc c'était un produit de luxe, donc ça ne marchait pas. Et au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que les gens s'en servaient pour se moucher. Ils ont fait des études de marché là-dessus. Ils ont vu que ça marchait mieux. Et donc, ils ont requalifié le produit en mouchoir à moucher. Et là, ils se sont servis du discours hygiéniste. Et donc, il est arrivé à ce moment-là, donc tardivement, par une requalification publicitaire qui faisait elle-même suite à des usages de la population. Donc, c'était pas une intention primaire de l'entreprise. Donc ça, voilà, pour les années 30 aux États-Unis, le mouchoir jetable. Dans le cas du mouchoir en tissu, on a des critiques des hygiénistes au 19e siècle, par exemple en France, par exemple, sur l'usage du mouchoir en tissu, qui promeuvent pas du mouchoir jetable. Enfin, certains, c'est les grandes périodes où il devient interdit de cracher. Donc à la fin du 19e siècle, voilà, on commence à la microbiologie, la bactériologie ont montré qu'il y avait des germes absolument partout. Du coup, c'est la panique. Vous vous rendez compte, d'un coup, on imagine qu'il y a des aliens partout. Comment faire? Ils sont partout. Vous avez des textes sur le danger des téléphones, le danger des livres, le danger de tout. Et donc, évidemment, dans le mouchoir, danger numéro 1. Donc, vous avez des hygiénistes qui font des articles, des conférences là-dessus. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas du tout quelle solution proposer. Donc, ils proposent des crachoirs, mais les crachoirs, ça ne marche pas du tout parce que, en gros, il faut se pencher dessus pour bien cracher, donc c'est dangereux. Si vous crachez à distance, vous crachez à côté, donc c'est la cata. Et en plus, les déchets, il faut des travailleurs des déchets. Donc, qui va ramasser ces crachoirs? Qui va les laver? Bref, ils se sont tournés vers ces solutions-là qui n'ont pas marché, en fait. Et j'ai pu prendre connaissance d'un texte qui propose une sorte de mouchoir jetable, en fait, mais qui n'a eu absolument aucun succès. Donc c'est en 1900, je crois, un docteur qui imagine ce qu'il appelle un case-mouchoir. Donc en fait, une sorte de distributeur de mouchoirs qui fait en même temps poubelle, antiseptique. On prendrait un mouchoir en papier, on se moucherait, on le jetterait tout de suite et après ça serait brûlé. Enfin, vraiment, il fait un travail de designer, hein. Il y a un dessin et tout. Mais ça n'a eu absolument aucun succès. Enfin, ça n'est pas sorti de ce contexte très, très limité de conférences de docteurs entre eux. Et c'est encore l'époque où voilà, on essaye les crachoirs mais ça ne marche pas, où on s'étonne toujours du fait que les Japonais utilisent des mouchoirs jetables. On trouve ça tout à fait incroyable qu'ils puissent ne pas se servir deux fois du même mouchoir, etc. Donc voilà, vous voyez que oui, il y a des scientifiques qui essayent d'être à l'avant-garde, c'est-à-dire d'avoir ce rôle qu'on prête en général aux scientifiques de lanceurs d'alerte et qui donnent des idées aux ingénieurs qui vont appliquer leurs idées et on va progresser. En fait, en réalité, ça existe, mais ça ne marche pas. Et le discours vient en fait requalifier a posteriori des pratiques commerciales, en l'occurrence Kleenex. Mais bon, Kleenex, c'est une histoire américaine. Pour que ça arrive en France, il faut encore 30 ans. Enfin, c'est pour ça que voilà, l'histoire, elle est vraiment très complexe. Il y a des avancées, des reculs. Ça avance, ça recule, ça apparaît, ça disparaît, ça réapparaît ailleurs. Il n'y a vraiment pas une ligne qui va dans un sens. Il n'y a pas un savoir cumulatif d'une humanité, etc. Une dernière question avec une réponse courte pour ne pas prendre trop de retard. Et juste, moi je voulais faire une remarque sur justement ce que disait Alexis sur le design et le rapport marchand du design. Ça pose aussi la question de ce qu'on fait dans les écoles. C'est-à-dire,
quand il y a un de critères d'évaluation des écoles, c'est le taux d'emploi des élèves à la sortie des écoles. Et donc, nécessairement, ça oriente les enseignements, les pratiques, les étudiants aussi dans un système particulier. Donc c'est une question aussi, c'est-à-dire que justement si on interroge ce système-là à l'intérieur d'une école dont l'objectif est de faire en sorte que les élèves rentrent dans l'école, rentrent dans le système, pardon, on arrive à des choses où les étudiants se demandent pourquoi ils sont dans cette école aussi. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que j'aime dire. Oui, mais moi je serais plus général que ça, c'est-à-dire quand vous vivez dans un monde capitaliste, forcément tout ce que vous faites a tendance à être marchandisé, le savoir aussi, enfin voilà, on fait des colloques, mais on est aussi sans cesse obligé de se marchandiser, donc c'est encore et toujours une affaire de contexte. Pablo. Oui, j'aimerais savoir comment lire, à votre avis, les objets, parce que le mouchoir c'est quand même un objet fonctionnel. Mais comment lire les objets qui n'ont pas de fonction pratique? Par exemple, je pense à la même époque aux collections, aux cabinets de curiosité, etc. Comment s'approcher de ces objets-là? Justement, attention avec le mot lire. Les théoriciens de matière à penser vous direz le piège, lire, c'est pas un texte. Il faut essayer d'étudier justement les usages qui étaient faits de ces objets-là. Typiquement, les cabinets de curiosité, si on se contente de les lire, on dira c'est une somme de savoir, c'est comme une encyclopédie incarnée, c'est une manière de connaître le monde. Voilà, si on lit, on va avoir ça. Si on s'intéresse aux usages, on va se demander que faisaient de ces cabinets de curiosité les grands bourgeois aristocrates qui en constituaient. Ils les faisaient visiter. Voilà, ça servait à ça. Ça dépend la période, ça dépend les... On va dire c'est les nouveaux commerçants quoi en fait, qui peuvent être effectivement des bouchers, des poissonniers, qui commencent à avoir de l'argent et qui effectivement achètent. Je crois que ça dépend des périodes. Je crois qu'au 19e siècle, ça va être une pratique bourgeoise, mais un peu avant, c'est quand même assez lié aux grands voyages, aux explorations, aux conquêtes, etc., où on rapporte ces produits du lointain et on les expose. Et on les expose, et c'est d'abord des endroits qu'on fait visiter. Donc on montre à ses pairs tout ce qu'on a pu amasser. Et donc c'est aussi, à mon avis, des manières de se situer dans l'espace social, de dire, regardez, moi j'ai tout ça, je comprends, je connais, j'ai les bons réseaux pour m'approvisionner en objets, etc. Donc voilà. Alors, pas forcément lire.